Les bloqueurs d'entrée de calcium, ou bloqueurs des canaux calciques sont des vasodilatateurs, ou des médicaments qui favorisent la dilatation des vaisseaux sanguins. Ces médicaments sont principalement utilisés pour traiter l'hypertension, ou l'hypertension artérielle, et l'angine de poitrine, qui est une douleur causée par une réduction du flux sanguin vers le muscle cardiaque. Maintenant, par définition, la pression artérielle est la force que le sang exerce sur les parois des vaisseaux sanguins et c'est essentiellement ce qui maintient la circulation sanguine et la perfusion des tissus pour fournir de l'oxygène et des nutriments. L'hypertension se produit lorsque cette pression est plus élevée qu'elle ne devrait l'être. Dans la plupart des cas, la cause est inconnue. Mais fondamentalement, nous pouvons faire un certain nombre de choses pour aider à abaisser la pression artérielle. Tout d'abord, nous pouvons diminuer la fréquence cardiaque ou la contractilité myocardique, de sorte que le cœur pompe moins de sang dans les vaisseaux sanguins. En d'autres termes, diminuer la quantité de sang qui exerce une force sur la même zone. Ou, nous pouvons vasodiler les vaisseaux sanguins périphériques, ce qui augmente la surface pour la même quantité de liquide qui exerce une force. L'angine de poitrine, d'autre part, est un type de douleur thoracique causée par un apport insuffisant en oxygène au myocarde pour répondre à sa demande. Généralement, la cause sous-jacente est la présence de plaques d'athérome dans les artères coronaires qui diminuent le flux sanguin vers le cœur. Donc, pour aider à diminuer les symptômes, il est important de diminuer la demande en oxygène du cœur, encore une fois en diminuant la fréquence cardiaque ou la contractilité myocardique, et augmenter l'apport en oxygène en vasodilatant les artères coronaires. Maintenant, regardons comment les canaux calciques affectent la fonction cardiaque. Tout d'abord, la fréquence cardiaque dépend de la vitesse à laquelle les cellules du stimulateur cardiaque dans le sinus et le nœud auriculo-ventriculaire génèrent des potentiels d'action. Ces potentiels d'action commencent automatiquement lorsque les canaux sodiques laissent lentement entrer un flux d'ion sodium, ce qui rend le potentiel membranaire des cellules du stimulateur cardiaque plus positif. Lorsque cela atteint le potentiel membranaire seuil, c'est le signal pour que les canaux calciques voltage dépendants s'ouvrent, permettant un afflux important d'ion calcium, ce qui le dépolarise davantage. Ensuite, ces canaux calciques se ferment et les canaux potassiques s'ouvrent pour laisser le potassium sortir de la cellule, de sorte que le potentiel membranaire redescend ou se repolarise. Maintenant, chaque cycle de dépolarisation et de repolarisation représente un seul battement de cœur, de sorte que la vitesse à laquelle ce processus se répète en une minute détermine la fréquence cardiaque. D'accord, alors regardons maintenant le muscle cardiaque et la contraction du muscle lisse vasculaire, qui dépend également du calcium. Les canaux calciques voltage dépendants dans la membrane de la cellule musculaire s'ouvrent lorsqu'ils reçoivent un potentiel d'action, ce qui permet aux ions calcium de circuler dans la cellule à partir de l'espace extracellulaire. Le calcium extracellulaire provoque la libération d'ions calcium intracellulaires stockés dans le réticulum sarcoplasmique. Tous ces ions calcium se lient ensuite aux protéines régulatrices de la troponine, qui changent de forme et libèrent les filaments minces dans la fibre musculaire. Cela permet aux filaments minces de se lier aux filaments épais, conduisant éventuellement à la contraction musculaire. Dans le cœur, cela signifie une plus grande contractilité myocardique. Dans les vaisseaux sanguins, cela signifie une vasoconstriction. D'accord, donc les bloqueurs des canaux calciques, comme leur nom l'indique, bloquent les canaux calciques dépendants de la tension. D'accord, donc les bloqueurs des canaux calciques, comme leur nom l'indique, bloquent les canaux calciques dépendants de la tension. Nous pouvons diviser les inhibiteurs des canaux calciques en dihydropyridines et non dihydropyridines. Les dihydropyridines comprennent les médicaments qui se terminent par le suffixe « dipine », comme la nifedipine, la nicardipine, l'enlodipine et la nimodipine. Ces médicaments agissent principalement sur les muscles lisses des vaisseaux sanguins. Les non-dihydropyridines comprennent le verapamil et le diltiazem, qui ont tous deux un effet plus important sur le cœur que les dihydropyridines, mais sont moins efficaces pour la vasodilatation. Commençons donc par les dihydropyridines, qui sont principalement utilisés pour traiter l'hypertension. Ils exercent préférentiellement leurs effets sur le muscle lisse artériel, et la nifedipine est le prototype de cette classe. En plus de traiter l'hypertension, les dihydropyridines sont également couramment utilisés pour traiter d'autres troubles. Comme ils peuvent également dilater les artères coronaires, ils sont efficaces pour prévenir l'angine de poitrine.
Ils peuvent traiter le phénomène de Raynaud, une maladie causée par la vasoconstriction des artères du bout des doigts, les faisant devenir blanches, puis bleues et enfin rouges. Enfin, ils sont utilisés pour prévenir les vasospasmes cérébraux après une hémorragie sous-arachnoïdienne. Pour les effets secondaires, les dihydropyridines provoquent une tachycardie réflexe, ce qui signifie que la vasodilatation est détectée par le système sympathique, ce qui augmente la fréquence cardiaque afin de maintenir la perfusion dans les tissus. Heureusement, ce réflexe est déclenché à des doses plus élevées que celles nécessaires pour abaisser la pression artérielle. Ensuite, la vasodilatation est également responsable des effets secondaires des dihydropyridines, comme les bouffées vasomotrices, les étourdissements et l'œdème périphérique. Un autre effet secondaire est l'hyperplasie gingivale, mais la cause n'est toujours pas claire. Passons maintenant à la vitesse supérieure et parlons des inhibiteurs des canaux calciques non dihydropyridines, verapamil et diltiazem. Ces médicaments sont très sélectifs envers le cœur et sont classés comme antiarythmiques de classe 4. Ils sont particulièrement utiles pour traiter les arythmies qui provoquent une augmentation de la fréquence cardiaque, ou des tachyarrhythmies, comme la fibrillation auriculaire et le flatter auriculaire. Le verapamil est plus cardiosélectif que le diltiazem, ce qui en fait l'antiarythmique le plus puissant. Ensuite, les deux médicaments diminuent également la contractilité du myocarde et fournissent une dilatation modérée des artères coronaires, de sorte qu'ils sont également utiles pour traiter l'angine de poitrine. Maintenant, le diltiazem est plus efficace que le verapamil comme vasodilatateur, bien que pas aussi efficace que les dihydropyridines. Donc, c'est un meilleur antihypertenseur. Étant donné que les non-dihydropyridines diminuent la fréquence cardiaque et la contractilité, elles sont contre-indiquées chez les personnes atteintes de bradycardie et d'insuffisance cardiaque. En fait, ils peuvent causer la bradycardie comme effet secondaire. D'autres effets secondaires sont la constipation et l'hyperprolactinémie, ou une concentration élevée de prolactine dans le sang. Maintenant, faisons un mnémonique simple et amusant qui vous aidera à mémoriser efficacement ces faits pharm. Commençons donc par une rivière pleine de lait pour représenter les bloqueurs d'entrée du calcium. Sur le côté gauche de la rivière, nous avons les dihydropyridines, et sur le côté droit de la rivière, nous avons les non-dihydropyridines. Puisque les dihydropyridines sont plus sélectives pour les vaisseaux sanguins, mettons un drapeau de ce côté avec une grosse artère dessus. Du côté non dihydropyridine, ayons un drapeau avec un cœur dessus car ils sont plus cardiosélectifs. Les dihydropyridines se terminent toutes par dipine, alors mettons un bol géant de trempette de haricots sous le drapeau. Il y a un brassard de pression artérielle enroulé autour de la trempette de haricots puisque leur indication principale est pour le traitement de l'hypertension. Maintenant, cette trempette aux haricots contient des protéines supplémentaires sous forme de parties du corps, ce qui représentera les autres indications. Il y a un cerveau qui saigne dans le creux pour les hémorragies sous-arachnoïdiennes, un cœur avec un couteau pour représenter l'angine de poitrine, et enfin, une main coupée avec des doigts pâles et blancs pour représenter le phénomène de Raynaud. Pour les effets secondaires, prenons un lapin avec une tache en forme de cœur s'approchant prudemment de cette trempette aux haricots, pour représenter la tachycardie réflexe. Il souffle une grosse bulle du chewing-gum qu'il mâche pour représenter l'hypertrophie de la gomme. Donnons-lui de grandes joues rouges pour représenter le rinçage. Alors maintenant, allons de l'autre côté de la rivière pour les non-dihydropyridines. Pour le verapamil, utilisons un vampire rappeur. Pour les indications, il y a un lapin avec une tache en forme de cœur qui joue de la batterie hors rythme. Cela représente la tachycardie et les arythmies. Au pied du vampire, il y a un cœur traversé d'un couteau pour représenter l'angine de poitrine. Pour le diltiazem, mettons une foreuse à pétrole au bord de la rivière. Maintenant, il partage les mêmes indications que le verapamil, mais comme il est plus proche du côté gauche du rivage, il provoque également une vasodilatation modérée, il est donc efficace dans le traitement de l'hypertension, alors enroulons un brassard de pression artérielle autour de lui. Pour les effets secondaires des non-dihydropyridines, mettons une toilette pour représenter la constipation. Il y a un cœur gelé sur les toilettes qui représente la bradycardie, et enfin, ayons une vache qui lèche le cœur gelé pour une hyperprolactinémie.